Salut, c'est Greg, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais simplement te dire que si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien tu peux t'abonner en tapotant sur la tête du petit robot qui se trouve en bas. Le sujet, c'est de parler un petit peu en open discussion comme ça, de matériel qui permet de faire de la vidéo, de créer du contenu pour Internet. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui tournent sur le web à propos de ça. Je me suis dit que peut-être qu'une petite vidéo de clarification, ça pouvait être intéressant. Ce que je vais te montrer, c'est quelques échantillons de matériel qui permettent de créer donc de la vidéo de nature relativement différente. Donc les deux grandes familles les plus connues sont effectivement les caméscopes, qui sont simplement des dérivés de ceux de nos parents, ceux avec lesquels ils faisaient nos vidéos VHS à l'époque quand on était petit. Donc je veux parler donc des caméscopes, ceux-ci. Voilà. Donc ça c'est un modèle ultra bon marché. Et on va voir la différence entre ce type de matériel et ce type de matériel qui en fait partie donc des appareils photo qui filment. Donc ils font très bien des photos, mais ils filment en l'occurrence. Et donc on les appelle les DSLR. Ils ont une cote fabuleuse par rapport aux créateurs de contenu sur Internet parce que ça fait une image qui est relativement professionnelle pour un prix qui est quand même super acceptable. Voilà. Et puis on va aussi rapidement parler des GoPro et autres compacts, des appareils photo compacts qui filment aussi, qui font du très bon travail d'ailleurs. D'ailleurs qui ont de plus en plus la cote par rapport aux DSLR. C'est un peu les remplaçants des DSLR. Donc ça c'est probablement un des appareils photo les plus connus de chez Canon pour faire du vlogging. Parce que voilà, il est compact et il a quand même une qualité vidéo qui est assez surprenante. On va commencer comme ça. Donc effectivement, on a ces grandes familles de matériel qui permettent de créer des contenus pour le web. Et certains sont plus ou moins pratiques par rapport au terrain d'utilisation. Donc ça dépend effectivement ce qu'on veut en faire. Et aussi l'investissement de temps qu'on est prêt à y mettre en termes de complexification de la préparation, d'utilisation, etc. Ou si on veut juste faire, on débarque et bing, ça marche tout seul, tout fonctionne en automatique et on n'a absolument aucune question à se poser, tout fonctionne super bien. Alors généralement, par opposition, plus on monte en gamme dans le matériel professionnel, généralement plus on adopte des réglages qui sont manuels. Donc on aura tendance à pas exposer automatiquement, on aura tendance à faire sa mise au point soi-même, etc. soigneusement. Dans le domaine du cinéma, on va carrément jusqu'à mesurer les distances jusqu'au sujet pour garantir la netteté. C'est vrai qu'aujourd'hui la mode c'est un petit peu le plug and play, donc on prend du matos et ça doit marcher tout de suite, c'est formidable. Voilà. Eh bien les DSLR, les appareils photo qui filment, je le rappelle, donc font des pads géants en direction des automatismes. Donc ça c'est déjà un vieux modèle, hein. C'était un des premiers à filmer et à offrir, je dirais dans la gamme Canon, le 550D, c'était le premier à filmer, à offrir cette capacité à filmer correctement, à faire des belles vidéos. Et avec une qualité d'image qui soit tout à fait professionnelle. Aujourd'hui, on a par exemple des appareils photo comme le 70D ou le 80D qui sont totalement faits pour la vidéo, on dirait pratiquement des caméras, des caméscopes professionnels. Ils ont des automatismes qui sont poussés assez à l'extrême, donc ils ont des autofocus ultra rapides. Chez Sony aussi notamment, ils font des petits appareils photo qui sont extrêmement redoutables, qui arrivent en mode rafale par exemple, photographique, à faire des mises au point successives en changeant brutalement de mise au point sur les sujets. Si le sujet court vers nous, etc., il arrive à faire des mises au point qui sont c'est du jamais vu dans l'histoire. Et chez Canon, justement, un des appareils photo qui a une cote assez folle, c'est le 70D, qui lui fait cette fameuse mise au point pendant qu'il filme, qui est à vrai dire quand même assez nécessaire pour les gens qui veulent pas se prendre la tête et tourner rapidement sans trop s'embêter. Donc les DSLR font des pas assez grands, donc il y a notamment ça, l'exposition aussi automatique, mais ça date déjà depuis un moment. Et puis on a de plus en plus de démarches de pouvoir rentrer du son correct directement pour le synchroniser directement, bien que moi j'aime bien aussi la méthode de pouvoir utiliser un enregistreur externe avec un bon micro. C'est vrai que maintenant, on a tendance à utiliser des micros de chez Rode par exemple qui vont très bien. Ceux-là aussi ont une super cote en parenthèse. Ce sont des micros à condensateur, ils sont
amplifié, donc ils ont aussi une alimentation intégrée à l'intérieur. Le Vidéo Micro Pro, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est très utilisé, justement se branche directement sur le porte-griffe des DSLR et donc se branche dans le port audio de l'appareil, et là t'as pratiquement plus rien à faire, tu vas t'occuper de ton sujet et puis l'appareil va faire tout le reste, un peu comme un caméscope professionnel. Voilà. Alors, si maintenant, je vais parler un petit peu de tous ces trucs, j'ai pas scripté ce que je suis en train de raconter, donc j'y vais un petit peu à la route comme ça. Si on prend par exemple ce type de matériel, avant que les DSLR commencent à intégrer leurs automatismes, il faut aussi imaginer les gammes de prix dans lesquelles on les trouve. Celui-ci est très bon marché, donc ça c'est des gammes d'appareils qui se trouvent dans les, je dirais 600-700 francs avec un objectif. Bon là c'est un objectif qui est un peu coûteux parce qu'il a une stabilisation optique qui est assez forte, etc. C'est des machines, il faut compter 1000 francs à peu près. Ça peut monter jusqu'à 2000 suivant la qualité de l'objectif qu'on va prendre, le micro additionnel amplifié pour avoir une synchro son et un bon son pour le vlogging par exemple, et donc un boîtier qui permette l'automatisme de l'autofocus à la volée pendant qu'on filme. Là on va se trouver sur des boîtiers de type 70D justement qui sont passés 1000 francs. Donc ça nous fait une enveloppe globale qui tourne autour des, je dirais, je sais pas, 1006 à 2000 francs, ça dépend encore avec le trépied, etc. Après, on a donc ces appareils-là. Alors ça, je sais pas si c'est un bon exemple, mais disons que c'est l'entrée de gamme de chez Canon. Ce qui est intéressant avec ce petit appareil, qui se vend relativement bien d'après ce que j'ai vu, c'est que si vraiment pour les personnes qui ont absolument aucun budget pour débuter, faire de la vidéo sur internet, et ben il suffit d'acheter un appareil comme ça, c'est ultra compact. Ça a un avantage aussi énorme sur les appareils photo, c'est que c'est la durée de vie pendant l'enregistrement. Donc là on est avec des cartes SDHC de 32 à 64 Go sur des durées d'enregistrement de plus de 4 heures, et l'autonomie de la batterie, donc je vais juste libérer la batterie, donc c'est des toutes petites batteries hein, qui coûtent rien en plus, mais en fait là il n'y a même pas besoin d'en acheter des supplémentaires parce que j'ai une autonomie de 2 heures avec cette batterie en filmant, donc je peux filmer pendant 2 heures. Et un autre avantage de ce type d'appareil, c'est donc la mise au point automatique, ça reconnaît les visages, donc c'est vraiment des machines qui sont faites pour faire de la vidéo, c'est construit que pour ça. Même si ça coûte pas cher et que ça offre pas une qualité vidéo aussi bonne qu'un appareil photo, ça coûte moins de 200 francs et ça permet d'aller sur le terrain, de déployer, d'ouvrir l'écran. Évidemment, on peut l'inverser, hein, ça permet de se regarder pendant qu'on se filme. Donc pour vlogger, on le fait comme ça. Ça permet voilà, de voir ce qu'on filme directement. Et ça détecte le visage, c'est une mise au point qui est absolument redoutable. Monter sur une perche de selfie, la stabilité de l'image de ce truc, c'est extrême. Je crois qu'on est sur une stabilisation 6 axes ou 5 axes, je ne sais pas exactement, mais disons que là, on a vraiment une grosse stabilisation. Ça permet de zoomer pas mal. Bon, je déconseille hein, les extrêmes toujours avec les optiques. Quand ça permet de zoomer, eh ben, en fait, c'est jamais excellent en arrière et c'est jamais excellent au zoom max, surtout sur des petites lentilles comme ça. Alors attention, parce que comme on est sur de l'entrée de gamme, on a tendance à avoir du bruit quand on n'a pas assez de lumière, donc du bruit à l'image, hein, évidemment, pas du bruit sonore. Et ça, c'est vite embêtant, faut avoir quand même un peu de lumière, etc. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'avec un truc comme ça, tu te poses aucune question. J'ai créé pas mal de vidéos qui étaient un peu embêtantes, notamment une avec une trottinette électrique. Si je vais utiliser un appareil photo, un DSLR, tout seul, sans personne pour m'aider, eh ben, ça aurait été juste très difficile, voire impossible. J'ai fait des plans où je vais montrer les roues, etc. Enfin, avec un truc comme ça et une simple perche ou un bendy tripod par exemple, donc là c'est vraiment l'idéal pour filmer sans se poser de questions. Donc ça, encore une fois, je recommande, c'est du matériel pour débuter dans la vidéo qui va super bien, vous n'allez pas faire de dépenses et ça permet surtout de se concentrer sur le sujet de la vidéo et de ne pas sortir de ça. Là j'ai produit aussi une vidéo par rapport à des drones, des petits drones de course.
Et là, on voit justement que c'est le genre de matériel qui me permet, enfin qui m'a sauvé la vie sur le terrain parce que j'étais tout le temps en train de courir dans tous les sens. Il fallait que le drone partait dans tous les sens. C'était un drone rapide, donc j'avais pas le temps de faire mes mises au point, de me poser des questions sur le cadrage, etc. Par moment, j'utilisais même sans regarder l'écran parce que je sais à peu près le cadrage. Et puis ça permet de très vite suivre le sujet comme ça. Et encore une fois, de ne pas trop se poser de questions et de se concentrer sur le sujet. Voilà, ça c'est le genre de choses que permet de faire ce matériel. Les compacts. Alors les compacts, eux, c'est un peu ce qu'on appelle les game changers. Donc, ils arrivent comme ça sur le marché, ils sont ultra légers, ils coûtent pas grand chose. Bon, pas grand chose, ça commence à 200, il y en a à 800 francs comme la série Sony RX100. Aujourd'hui ils en sont à la version 5 je crois, sauf erreur, et c'est des machines de guerre tout simplement. Ça se met dans la poche et ça permet de faire des trucs fantastiques. Avec ces petits appareils photo, celui-ci est pas mal. Bon, je trouve qu'il a tendance à cramer un peu les lumières, mais ça dépend aussi de son niveau d'opérabilité avec les menus et les fonctions. Mais si on les laisse tout automatique, évidemment, les toutes nouvelles générations sont beaucoup plus optimisées pour faire ça. Et on a des résultats qui sont assez dingues sur des machines de 500-600 francs. Si vous avez un budget en dessous de 300 francs, il faut prendre un petit camcorder si vous avez surtout envie de vous poser aucune question. Ça marche du tonnerre. En plus, il y a des modèles peut-être un petit peu plus chers qui ont un viseur. Quand on a un viseur, l'avantage, c'est que quand on est en plein jour, qu'on voit absolument pas ce qu'on fait, on plante son œil dedans et puis on est complètement isolé. Ça permet effectivement de pouvoir tourner en plein soleil sans avoir trop de problèmes de vision, de visibilité de l'écran. Le problème classique des téléphones portables, typique. Donc après, avec ces trucs-là, on a aussi les viseurs sur certains modèles. Alors, on ne peut pas changer d'objectif, là non plus. Donc là, on a une bonne plage de zoom, là c'est un 57 fois. Alors, ils disent de 8 à 89. Je crois que ça équivaut à peu près à 30 et des poussières. Et puis, alors après, le zoom, il est violent. Donc, je pense que là, on n'est pas trop embêté en termes de capacité qu'offre l'objectif, même s'il est encore une fois pas de très bonne qualité. Après, sur des appareils comme ça, zoom lens 5 fois, là on est 24 mm, ce qui est une super bonne focale pour les vlogueurs. Donc justement, si on le tient par exemple sur un trépied à la main comme ça, on va pas avoir besoin de le mettre trop loin de soi. Et typiquement, ce sont les petites cellules, les petits microphones qui sont en façade, qui vont prendre le son. Alors ça marche pas mal, franchement. Et moi je préfère les modèles qui sont un petit peu plus haut de gamme, qui ont aussi un porte-griffe dessus. Donc ça arrive de trouver des appareils comme ça, qui ont un porte-griffe dessus, comme celui-ci. Ce qui permet aussi de leur fixer des enregistreurs portables dessus. Et puis voilà. Il existe dans cette gamme, la gamme juste en dessus de celui-ci, il y a le Canon G7X. Vous pouvez regarder sur internet, c'est celui qui est un de ceux qui est le plus recommandé. Aujourd'hui, en 2017, donc on a le modèle numéro 2, la version 2 qui est sortie, G7X2, quelque chose comme ça. Et donc c'est un des meilleurs appareils rapport qualité-prix pour faire des vidéos sur internet sans se prendre la tête. Encore une fois, alors ça a à peu près le même niveau d'automation qu'un caméscope. Ça fait la mise au point automatique, donc encore une fois, en plus elles sont assez rapides, donc on se prend jamais la tête. Il suffit de l'allumer, de le mettre sur la fonction full automatique et on va pouvoir commencer à tourner. On va, en plus on a une stabilisation optique qui est très bonne, quasiment du niveau des caméscopes, et ça nous permet donc de se concentrer sur son sujet et de pas trop se prendre la tête. Alors sur ce modèle, l'écran est derrière et il est fixe. Alors c'est un peu dommage par rapport à justement les caméscopes qui permettent, comme je le disais tout à l'heure, de se voir quand on vlog. Le G7X, lui, par contre, l'écran est escamotable, donc il est amovible, on peut le tourner et le monter derrière, le rabattre pour pouvoir se regarder pendant qu'on filme. Voilà, assez important. Sur les côtés écran, donc sur le 550, on a aussi un écran fixe. Mais par contre, déjà à partir du 650, qui coûte de nouveau pas très cher, on a un écran escamotable qui permet de venir sur le côté pour se voir.
Et après, toute la gamme Canon, jusqu'à typiquement le 70D ou le 80D maintenant qui vient le remplacer, sont des machines qui sont vraiment faites pour vlogger, bien que moi je trouve qu'elles sont un petit peu lourdes. Donc c'est vraiment pas très confortable. Franchement, moi j'ai essayé donc de le porter comme ça, à bout de bras avec un bendy. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas confortable. Ils vont vachement bien pour être posés sur des trépieds et puis faire justement des vidéos comme je suis en train d'en faire une maintenant sur un pied fixe. Mais disons qu'en public, dans la rue, pendant une exposition, etc., j'aurais tendance à favoriser beaucoup plus des appareils de cette gamme-là. Évidemment, il y a une question qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'on peut faire des vidéos facilement pour Internet autres que de sport avec une GoPro? Alors ça, c'est aussi un peu une ancienne, une Hero 3. Oui, bien sûr, on peut faire des vidéos qui sont de type interview avec ça. La seule différence, c'est qu'évidemment, là, on n'a pas d'écran de retour. Il va falloir utiliser son téléphone portable avec l'application qui permet d'avoir un retour vidéo, alors qui est aussi pratique parce que ça permet de déclencher l'enregistrement à distance et aussi d'intervenir dans les paramétrages de la GoPro. Donc, vous la posez à distance. Et comme c'est un grand angle en plus, ça permet de voir, de ne pas la mettre trop loin, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors je déconseille l'utilisation du micro intégré, qui est, franchement c'est pas un bon micro, on aura un son détestable. Il est plus intéressant d'utiliser le micro intégré comme micro témoin, et puis d'utiliser un enregistreur séparé, comme je l'ai présenté dans une vidéo précédente. On utilise un enregistreur séparé, et ça, on fait la resynchronisation après, la repost-synchronisation, en utilisant le son de la GoPro comme son témoin. La GoPro, elle a aussi cet avantage des caméscopes, c'est qu'elle peut enregistrer, alors elle a une bonne autonomie, ça c'est déjà la bonne nouvelle. En plus, les cartes d'enregistrement dessus, par rapport au niveau de compression vidéo, ça nous permet d'enregistrer aussi plusieurs heures sans problème, sans se prendre la tête, et il n'y a pas de limitation de coupure typiquement qu'on retrouve. Alors ça c'est vraiment un embêtement. Ces appareils-là ont une limitation technique. En réalité, c'est pas une limitation technique, c'est visiblement un problème législatif qui concerne les appareils photo. Donc ils se sont arrangés pour que les appareils photo ne puissent pas enregistrer plus qu'une douzaine de minutes. Alors quand on est pendant une interview qui peut durer 1 heure comme ça, toutes les 10 minutes, faut se dire, se mettre une alarme, mince, j'ai peut-être mon enregistrement qui va s'arrêter. Typiquement, donc je le répète, quand on utilise ce type de machine, un DSLR qui fait une super image, et toutes les 12 minutes, on va se dire, mince, est-ce que mon appareil est en train d'enregistrer? Et souvent, à partir de 12 minutes, l'appareil a stoppé. Donc c'est valable aussi avec la plupart des compacts. Il faudrait se renseigner un peu exactement, précisément pour quelle raison, mais je crois que c'est purement législatif, parce qu'en réalité c'est absolument pas un problème technique. Il n'y a aucune raison qui fait qu'un appareil photo peut filmer uniquement pendant 12 minutes et un caméscope à 200 balles pourrait filmer pendant 2 heures. C'est donc justement, pour ceux qui font des interviews, la plus grosse différence. Là on a vraiment une machine, on la pose dans un coin, on s'occupe du cadrage, et après on s'occupe uniquement de la personne avec qui on va converser. La machine va tout faire toute seule. Elle va faire la mise au point, elle va corriger la lumière, et puis surtout, on peut avoir une grande confiance dans la machine, c'est-à-dire qu'elle va, pendant 1 heure, 1 heure et demie, faire son travail, enregistrer la vidéo, sans s'arrêter, et sans aucune interruption, sans rien. À la fin, on a nos fichiers, on a notre interview. Si on en a 2, 3, ça peut faire du multicaméra sans problème. Et on s'occupe d'aucune des caméras. Moi, j'ai produit quelques interviews multi-points de vue. Et j'avais d'un côté celle-là, de l'autre côté le DSLR, et puis une GoPro dans un coin. Donc j'avais mes 3 points de vue comme ça. Et je devais toutes les X minutes me dire, bon stop, on arrête d'enregistrer, je vais vite contrôler mes appareils s'ils ne sont pas en train de s'arrêter simplement. Et effectivement, ils étaient en train de s'arrêter, il fallait simplement relancer les enregistrements sur chacune des machines. Donc il faut faire attention, si le but c'est de produire des vidéos de qualité, de produire de la belle image, de se concentrer, d'avoir accès à des réglages complètement manuels, donc là, encore une fois, c'est automatique, mais donc là, on a des réglages manuels qui sont extrêmement limités. Alors que là, on accède à 100% du réglage manuel et on va pouvoir produire des images qui sont très travaillées. Mais il faut prendre son temps, etc. C'est pas des machines avec lesquelles il faut être pressé, c'est juste ça, quoi. Alors maintenant, au niveau esthétique et
qualité artistique de l'image, c'est vrai que les DSLR, les appareils photo, suivant l'ouverture, la qualité de l'objectif qu'on utilise, alors ça c'est justement l'énorme avantage, c'est l'interchangeabilité des objectifs, suivant les optiques qu'on va utiliser, comme celle-ci qui est pas mal. Elle a une ouverture max de 2.8, donc 2.8, ce qui permet donc de faire entrer beaucoup de lumière. Et comme j'expliquais dans aussi une vidéo où je parle de la photographie, plus on a une entrée de lumière qui est importante, et plus on va avoir de la profondeur de champ courte, et donc beaucoup de flou dans l'image derrière et devant le sujet. Donc on va pouvoir produire des images super artistiques proches de celles du cinéma avec ce genre de machine, ce qui est absolument impossible à reproduire avec ce matériel-là. Le problème, c'est la taille du capteur. Donc ici, on a des tout petits capteurs. Et plus le capteur est petit, et moins on arrive à avoir, si je simplifie à mort, des effets artistiques dans l'image. Donc on va avoir des très grandes profondeurs de champ, donc énormément de netteté dans la profondeur de l'image, et on aura beaucoup de difficultés à reproduire ces effets artistiques du cinéma sur la courte profondeur de champ et la grosse qualité artistique que représente le flou dans l'image autour du sujet qu'on a décidé d'avoir dans la netteté. Voilà. Dans ce genre de machine, on a des capteurs qui sont beaucoup plus gros, et celui-ci, c'est pas le plus gros, ça c'est une taille APS-C. On peut avoir encore plus gros, on peut avoir les pleins formats, comme par exemple le Canon 5D, le Sony A7S, et tout ça, ce sont des appareils remarquables qui ont des capteurs qui sont ce qu'on appelle des full frame, et donc on a pratiquement tout le temps, dans la plupart des circonstances, énormément de flou dans l'image et des courtes profondeurs de champ. Voilà. Donc, encore une fois, si on veut faire des belles images artistiques, on va s'orienter plutôt vers un appareil photo qui filme. Et si on veut un truc full automatique, donc ultra simple d'utilisation, avec un écran toujours dessus, complètement amovible, qui fait la mise au point toute seule, eh ben, on va prendre plutôt un caméscope, mais par contre, on va sacrifier la qualité d'image. Il y a évidemment des caméscopes ultra haut de gamme, mais là, on va commencer à chercher dans les 2000, 2500, voire un peu plus, qui commencent à avoir des capteurs peut-être un petit peu plus grands, toujours avec l'avantage de l'automatisation de ces petites machines, la forte autonomie, la capacité d'enregistrer pendant des heures. Mais là, on parle déjà voilà, de budgets qui sont un petit peu plus importants. Sur ce compact, ça... Alors là, par contre, je dois vous parler quand même d'un problème. C'est l'autonomie. Alors, regardez la batterie. Donc, si je compare la batterie, la taille de cette batterie avec la taille de cette batterie-là, voilà. Et ben, on a bien très vite compris que justement l'autonomie, elle est de l'ordre du n'importe quoi. Donc moi, là, j'ai une autonomie sur cet appareil de 40, même pas 40 minutes, peut-être 30-35 minutes pendant que je filme. Voilà, ce qui est absolument pénible. C'est-à-dire qu'avec une machine comme ça, je dois m'acheter 3 batteries. Avec cette machine-là, une seule batterie, depuis que je l'ai achetée, fait toujours l'affaire. Je la recharge, je pars pendant 2 heures, je peux filmer sans problème pendant... Donc faites gaffe aux durées de vie des batteries. Justement, les appareils photo, les gros, les DSLR, eux, ont des autonomies qui sont nettement plus intéressantes. Surtout que on a la possibilité pendant le cadrage d'utiliser l'optique, donc on voit à travers l'optique, et tant qu'on n'est pas en mode film, on peut faire son cadrage et éteindre l'écran par exemple. On a la fonction pour afficher le display ou pas, on va éteindre l'écran, utiliser que l'optique pendant qu'on fait nos cadrages, la préparation avec les artistes qu'on va filmer. On va jamais être embêté, je dirais, avec la batterie. Depuis que je l'ai, donc ça doit faire, je sais pas, peut-être 6 ans, cet appareil, sont extrêmement robustes et j'ai jamais eu le moindre problème avec les batteries. C'est le dernier de mes soucis, les batteries sur ce type de machine, alors que là, je suis tout le temps en train de m'inquiéter. Donc voilà. Et ici, on a ce double problème de l'autonomie d'enregistrement, c'est-à-dire que l'enregistrement va être valable pendant 12 minutes. Donc il faut penser à ça, et de surcroît, il va falloir penser aussi à la durée de vie de la batterie, c'est-à-dire qu'on se dit, ah bon, alors 12 minutes, je vais enregistrer, après, paf, 24, etc. Et tout d'un coup, à un moment donné, en plein milieu, la batterie va commencer à faire défaut, il faudra en plus se relever pour changer la batterie, etc. Sur la GoPro, on a un grand angulaire, donc on peut pas zoomer, enfin si, on peut zoomer, mais c'est numérique, et puis c'est pas de très bonne facture, on vient cropper dans l'image, donc on vient pas zoomer physiquement avec l'optique, la lentille, mais on vient cropper dans l'image.
Sur les DSLR et les autres, on vient faire un zoom optique. Donc c'est vraiment un agrandissement, on plonge dans l'image, mais en fait on a toujours autant de pixels. Dans une GoPro, on vient cropper dans l'image. Donc c'est une espèce de mascarade, si on veut. Donc mieux vaut l'utiliser en plein format. On va aussi avoir la possibilité à partir de la Hero 3 Plus ou de la Hero 4 de lui rajouter un petit supplément dans la prise USB qui permet de lui brancher un micro. Pour les amateurs en herbe de petits reportages sans se prendre la tête, en fait c'est une option qui est vraiment intéressante. À partir de la Hero 4, on va avoir une bonne qualité d'image, je trouve franchement que ça se défend super bien. Avec un petit add-on, un petit câble de conversion de format, on va transformer l'entrée USB en entrée audio et on va pouvoir lui brancher un micro externe directement et avoir une synchro son directe. Donc j'aurai d'une part ma GoPro sur une perche de selfie. Je vais pouvoir parler avec mon interlocuteur et balader mon micro. Je peux peut-être même le tenir dans une main parce qu'on a un tellement grand angulaire en fait que la GoPro elle se tient simplement à la main, ça va. Mais j'ai remarqué que c'était pas super stable. J'aurais tendance à la mettre quand même sur une perche de selfie qui stabilise quand même pas mal d'images. Utiliser l'entrée son pour synchroniser, c'est vrai que c'est tout ce travail déjà de fait. Si je me retrouve à la fin du compte avec un son qui est déjà synchronisé, déjà enregistré dans mon fichier qui est produit par la GoPro, bah, ça c'est formidable. Je vais profiter de le faire. Donc je vais tenir mon micro d'une main, le câble est directement dessus, et puis je vais être dans l'action. Je vais pouvoir procéder à mon enregistrement, à ma prise de vue, poser mes questions, etc. Et je me prends vraiment pas la tête. En plus, elle est bourrée d'accessoires. On peut rajouter des plans supplémentaires très facilement. On peut la fixer sur une voiture très facilement. Donc, c'est vraiment une caméra passe-partout, essentiellement construite pour le sport, mais à envisager pour faire des interviews sans problème, je pense. Pour terminer cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas de matériel 100% parfait, ça dépend toujours. D'ailleurs, ils font toujours très attention, les constructeurs, de nous proposer du matériel spécifique. Déjà, parce que pour baisser le prix, pour offrir un prix abordable dans des machines qui sont de plus en plus profitables, on a intérêt de concentrer l'expertise d'un appareil dans un domaine spécifique pour pouvoir comprimer suffisamment le prix pour qu'il soit accepté par le grand public. Mais il n'existe évidemment pas de solution miracle. Déjà, je pense que ça se saurait. Les gens qui achètent après des machines comme ça se disent bon ben je crois que j'ai la perle rare, etc. Mais bon, il manque l'entrée micro par exemple. Alors il y a des modèles qui sont à peine plus gros que ça qui commencent à avoir des entrées micro, mais par exemple ceux qui le font, on peut pas très bien contrôler le son. Il faut utiliser il faut hacker l'appareil, lui mettre un programme supplémentaire dedans comme le Magic Lantern. En parenthèse, celui-ci l'accepte, donc ça donne l'accès à toute une catégorie de réglage professionnel qui n'a pas d'origine. Et donc il faut faire ce genre de hack pour pouvoir en jouer à fond. Pour terminer correctement cette vidéo, je pense qu'il n'existe absolument pas pour l'instant encore de machines parfaites, sauf peut-être dans des gammes de prix à plus de 2000 francs, qui vont être capables de faire absolument tout dans toutes les circonstances, bien qu'il semblerait que cette catégorie de machines-là soit plus enclin à s'en approcher, et plus on avance dans le temps, et plus elle propose des fonctionnalités avancées de type caméscope, avec toute la qualité d'image qu'on peut leur connaître, pour un prix qui commence à devenir super acceptable.